Alors, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau webinaire de l'Institut France Alzheimer, dont le thème ce soir est la difficile place des familles en EHPAD pendant cette période de confinement. Euh, donc, je commence par me présenter. Vanessa Dupuis, je suis neuropsychologue. Je travaille pour l'Association France Alzheimer et notamment l'Association du Havre en Seine-Maritime depuis plus de 10 ans. Et j'interviens également en tant que psychologue dans deux EHPAD de Basse-Normandie, deux EHPAD spécialisés dans l'accompagnement des personnes Alzheimer. Et également, j'interviens pour un service à domicile, également en Basse-Normandie, spécialisé dans le répit. Voilà. Et du coup, j'interviens ce soir devant vous pour l'Institut France Alzheimer, qui est un organisme de formation dépend de l'Association France Alzheimer et maladies apparentées, qui a été créé en 1991 et qui a mis en place un dispositif spécial pendant le confinement. Donc, il s'agit de conférences en ligne, ce qu'on appelle aussi des webinars, dans l'objectif de répondre aux préoccupations des professionnels et qui accompagnent des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de maladies apparentées, que ce soit en établissement ou à domicile, sachant bien sûr que ce soir le thème concerne plus les EHPAD que le domicile. Donc c'est une conférence qui doit durer 30 minutes. Donc vous pouvez poser vos questions tout au long de la conférence en ligne et l'idée c'est plutôt d'y répondre en même temps que l'intervention plutôt qu'à la fin, ça rendra les choses un peu plus vivantes. Donc vous pouvez les poser grâce au bouton questions sur le côté de votre écran. Voilà. Donc la place des familles, hein, ça reste un vaste sujet. On n'a que 30 minutes pour en discuter, donc c'est vraiment d'aborder de façon générale. On pourrait y passer beaucoup plus de temps. Voilà, c'est une question qui, en tout cas aujourd'hui, se pose encore plus. Et donc l'idée là ce soir, c'est de pouvoir échanger un peu ensemble quand même et d'essayer de discuter de ce qu'il est possible de mettre en place, de comment ça peut se mettre en place, des freins bien sûr qu'on peut rencontrer et voilà, de réfléchir ensemble. Donc tout ça dans un contexte bien sûr de bienveillance et de non-jugement envers les avis des uns et des autres, puisqu'on est tous là pour apporter notre contribution. Je commence par vous parler un petit peu du cadre et voilà, de ce contexte qui évolue très vite et qui nous échappe parfois. Donc les établissements médico-sociaux, dont les EHPAD, les USLD, ont vu les visites interdites depuis le 11 mars. Le texte nous demandant de fermer les établissements pour limiter les risques pour les résidents. Donc certains établissements avaient un peu anticipé cette fermeture en prévenant les familles en amont, en limitant certains les jours de visite ou les heures de visite avec déjà leur rappel des gestes barrières à ce moment-là. Alors pour ma part, je travaille dans un établissement qui fait partie qui était l'établissement est dans le village qui a été le premier cluster de Normandie. Donc voilà, nous on avait anticipé à l'avance ces mesures-là et aujourd'hui c'est vrai que les familles nous en remercient, même si on a la chance de ne pas avoir été touché par le virus. Quand on regarde les informations, les chiffres qui ressortent, c'est qu'à peu près un tiers des établissements ont été touchés par le Covid, donc soit dans le personnel ou dans les résidents. Donc voilà, c'est quand même pas rien. Et ces mesures très restrictives pour nous tous sont quand même nécessaires. D'autant que dans les mêmes temps, il a fallu effectivement faire face à l'absence d'équipements de protection pour les soignants, en tout cas l'insuffisance de ces protections. Pour certains établissements, de l'absentéisme des soignants, et dont pour tous, notre mission première, elle a d'abord été de sécuriser les résidents, de faire en sorte de les protéger de ce virus. Euh, voilà. Et c'est vrai qu'en premier, ça n'a pas été forcément les familles auxquelles on a pensé, c'était surtout protéger les résidents, faire en sorte que le virus n'entre pas dans les établissements, ou en tout cas ne s'y propage pas. Voilà, même si forcément, quand on sait qu'on ferme un établissement, on sait qu'il faut proposer d'autres modes de communication pour les familles.
Et c'est ce qui a été fait dans la plupart des établissements, puisque effectivement pour les résidents et pour les familles, ça a quand même été très compliqué entre notamment la fermeture des visites en EHPAD, la fermeture des accueils de jour, les confinements en chambre des résidents, donc tous n'ont pas le téléphone, tous ne peuvent pas s'en servir. Pour nous, du point de vue des soignants et des établissements, ça a été aussi, on a été la tête plongée dans la rédaction des protocoles, des procédures de sécurisation des résidents, des établissements, des soignants, ce qui nous a demandé à tous beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et dans les mêmes temps, il a fallu aussi engager un travail de communication, quelque chose d'assez nouveau pour des établissements de notre type. Voilà, de la communication plus numérique avec les familles à distance. Voilà, les familles, elles ont besoin et elles ont toujours ce besoin d'être réassurées, de savoir que soit il se passe des choses, soit il ne s'en passe pas. Mais en tout cas, de savoir que l'établissement adopte une politique de transparence avec eux. C'est important et ça limite quand même l'angoisse et l'anxiété que peuvent ressentir les familles face à ces situations. Alors, dans les établissements pour lesquels je travaille, j'ai été un peu désignée pour mettre en place ces nouvelles communications. Donc, je peux en parler plutôt longuement. J'essaye de prendre les choses dans l'ordre aussi pour pas que ce soit trop brouillon. Voilà, donc la première chose qui a été mise en place dans la plupart des établissements, ça a été les tablettes, les outils numériques, avec l'installation de Skype sur ces appareils. Là, mais même ça prend du temps parce qu'il a fallu trouver les professionnels ressources dans les établissements pour utiliser ces tablettes, trouver des créneaux, communiquer avec les familles sur l'utilisation et le mode de prise de rendez-vous pour les résidents. Sur place, après, ce sont souvent les psychologues qui, quand elles sont disponibles ou ils sont disponibles, qui peuvent mener ces communications Skype, enfin visio, parce qu'il n'y a pas que Skype, parce que c'est pour en discuter avec les familles, elles reconnaissent qu'elles n'osent pas appeler les établissements parce elles savent qu'ils sont surchargés et puis elles se mettent cette espèce d'interdit de ne pas nous appeler. Mais du coup, ça fait aussi monter leurs angoisses et le fait de ne pas avoir d'informations du tout. Et pouvoir communiquer avec la psychologue à travers la conversation visio du parent, qui souvent ne dure quand même pas très très longtemps. Voilà, c'est très rassurant pour eux. Ça nécessite d'avoir une communication juste, tout n'est pas positif, tout n'est pas non plus négatif, mais voilà, faut avoir la bonne mesure de ce qu'on peut leur apporter comme information. Donc ça, c'est effectivement pour les communications visio, bien sûr. Après, il y a le téléphone, le courrier classique avec la lenteur des services postaux en ce moment. Et puis après, alors en tout cas, dans certains établissements, on a pu mettre en place des pages Facebook qui sont très suivies, qui permettent aussi de fédérer au niveau des soignants avec les familles, de pouvoir permettre aux soignantes de lire en direct les commentaires des familles. Ça redonne de l'énergie aussi aux équipes et un sens à ce qu'elles font, surtout dans cette période-là. Donc ça va pour les pages Facebook. Après, ça nécessite du temps, ça nécessite de la disponibilité. Ça veut dire que sur site, les soignantes ou les personnels, peu importe, doivent faire des petits films, prendre des photos de ce qui se passe pour pouvoir montrer après sur ces réseaux. Après, on cache les visages, etc. Mais pouvoir donner aux aux familles, pardon, le sentiment de faire partie toujours de la vie de l'établissement par des petites choses, voilà, un résident assis à une table avec les distances de sécurité, mais avec un autre résident, et puis le bonheur que c'est pour les familles de pouvoir voir leurs proches en photo. Voilà, tous attendent ça.
la photo de leurs proches. Et du coup, d'un autre côté, on a aussi toute cette frustration à devoir gérer de certains résidents qui sont peut-être moins en photo, de certains secteurs ou certaines unités qui sont moins pris en photo, mais pas parce qu'il s'y passe des choses ou pas de choses, mais ça tient plus au personnel souvent qui travaille et qui n'ont pas forcément le réflexe de faire ces photos. Donc ça, voilà, c'est un écueil sur lequel il faut être attentif parce que ce serait dommage de rater toutes ces bonnes occasions de communiquer par des petites frustrations de ce type. Ce qui est mis en place aussi dans les établissements pour beaucoup, qui était déjà avant, mais qui, pour certains qui viennent de le mettre en place, c'est tous les petits réseaux, alors petits, je sais pas pourquoi je dis petits, les réseaux sociaux privés et sécurisés de type, alors j'en connais deux, hein, Families et Familio, il y en a sûrement d'autres, qui permettent d'échanger, alors là pour le coup, sans forcément anonymiser les visages des résidents, puisque c'est vraiment des réseaux sécurisés et qui ne sont accessibles qu'aux membres des familles de résidents. Et donc là, ça leur permet aussi aux familles de créer des petites cartes postales qu'ils envoient via cette application que nous, on imprime en direct et qu'on distribue après aux résidents. Et donc déjà, ça prend un petit peu de temps. Et ce qui prend aussi du temps, mais qui est très très important, c'est de pouvoir répondre à chaque carte postale de famille en disant juste merci pour votre carte, on l'imprime, on l'a distribuée. Voilà, ce qui permet de les encourager à en envoyer d'autres. Et alors j'ai juste une famille qui a utilisé cette petite application pour la première fois et qui nous a renvoyé un message après en nous disant qu'elle nous remerciait du bonheur que la carte avait procuré à son père. Vous ne vous imaginez pas du bien que cela nous a fait à nous aussi. Voilà, le résident, il a appelé sa famille après en disant qu'il avait reçu une carte postale, il était aux anges. Donc certains l'utilisent très bien, on en voit tous les jours, d'autres un peu plus occasionnellement. Mais c'est vraiment euh, l'impression pour eux de pouvoir encore être actifs et tenir un rôle dans la vie de leurs résidents et de la résidence. Donc voilà pour les réseaux familiaux. Les appels Skype, bien sûr, effectivement, je vous ai parlé de la page Facebook. Ce qui est important aussi d'un point de vue plus institutionnel, alors les deux applications s'appellent Families, ça s'écrit avec deux Z à la fin, et Familéo. Alors moi, je connais surtout Families pour l'utiliser. Pour l'établissement en fait paye un abonnement mensuel qui est alors, d'un niveau d'établissement, c'est un coût très peu élevé. C'est moins d'une centaine d'euros par mois. Et après, en fait, vous pouvez désigner toutes les personnes que vous voulez comme étant animateurs de ces applications-là. Donc, vous pouvez les installer sur les téléphones en fonction de la politique des établissements. En tout cas, actuellement, elle tend quand même à être un petit peu assouplie. Les soignants peuvent aussi prendre il serait possible de donner un accès aux soignants et qui prennent directement des photos pour les envoyer sur l'application. Toutes les familles les reçoivent ou on peut faire des groupes et sélectionner par unité, par résident, envoyer seulement à une famille. Voilà, c'est pas très compliqué, c'est un petit Facebook privé très facile d'utilisation et qui envoie, pareil, quand les gens ont installé l'application sur leur téléphone, reçoivent des notifications à chaque fois que vous faites une publication. Donc, vous pouvez mettre des photos, des mini-vidéos, et vous pouvez aussi mettre des documents. Donc, c'est une application qu'on peut utiliser toute l'année avec des comptes rendus de conseils de vie sociaux et tout ça pour le reste de l'année. Mais effectivement, là, ça peut aussi être pour les procédures de visite, etc., pour que les familles les aient à disposition tout le temps au même endroit. Et donc, je n'avais pas reformulé la question, mais on me demandait comment s'appelaient ces applications. Voilà pourquoi j'ai fait un petit aparté. Pour la suite, on a aussi ce qui est très important, de mon point de vue et vu les retours que j'ai des familles, c'est de pouvoir leur envoyer au moins une fois par semaine de compulser les adresses email des familles. Voilà, pas forcément que le référent familial, mais plusieurs membres de la famille, et de pouvoir leur envoyer une fois. Au début, nous c'était une fois par semaine, puis maintenant ça commence à se passer un peu avec les visites, mais c'était une information
sur une page plutôt agréable à lire de ce qui se passe dans la résidence, ce qu'on met en place, ce qui fonctionne, ce qui va pas, est-ce qu'il y a des malades, est-ce qu'il n'y a pas de malades, est-ce qu'on a fait des tests, on n'en a pas fait, voilà. Et je sais qu'il y a quelques familles qui m'envoient des messages de temps en temps en me disant nous n'avons pas eu d'informations depuis telle date, comment ça se passe à la résidence. Donc là, du coup, je refais un bulletin à ce moment-là. Mais c'est vraiment très apprécié parce que voilà, ça leur permet d'avoir une vision un peu générale de ce qui se passe là où ils ne sont pas, c'est-à-dire dans la résidence. Et moi, je tiens quand même à préciser, c'est ce que je dis aux familles à chaque fois, je les remercie quand même beaucoup de leur confiance, parce que on leur demande simplement de nous croire sur parole, presque. Elles ne peuvent pas intervenir dans la résidence. Même là, on en parlera tout à l'heure, mais les visites, elles n'ont pas accès à l'intérieur de l'établissement. Donc, voilà, c'est un moment. Alors, je regarde en même temps, je tourne un peu les yeux parce qu'il y a des questions sur le côté. Oui, la question se pose en fait alors effectivement maintenant que les visites sont autorisées dans les établissements et puis même avec les appels visio, etc. La question se pose effectivement de savoir s'il y a un membre du personnel qui doit rester pendant la visite ou pas. Alors certains établissements ne veulent pas courir le risque d'un contact entre la famille et le résident, puisqu'on n'est pas autorisé à ce qu'il y ait des contacts physiques, des échanges d'objets, de tout ce que vous voulez. Euh, donc effectivement, certains décident qu'une personne sera présente pendant la visite. D'autres établissements choisissent d'être un peu en retrait, mais il y a quand même toujours une présence pas très loin. Euh, et voilà, ce qu'on peut aussi choisir, c'est sûr que par exemple pour les malades d'Alzheimer ou apparentés qui ont des troubles assez importants, la présence d'un soignant, elle est quasiment obligatoire, ne serait-ce que pour reformuler, pour les aider enfin, c'est ce que disent mes collègues psychologues quand elles font les entretiens Skype, c'est que d'être présent, ça permet aussi de relancer la conversation, parce que sinon, c'est vrai que là, j'ai une famille qui est venue rendre visite à son parent, qui est 95 ans passé, et voilà, bah, lui, 10 minutes, il leur a dit bah, c'est gentil d'être venu, hein, à la prochaine. Et puis, oh, ici tout va bien, vous savez, il se passe rien. Donc voilà, ça permet aussi de relancer un peu la conversation et d'être présent. Mais ça, après, euh, je pense que c'est des choses qui vont évoluer avec les semaines et les mois qui viennent. Mais c'est vrai que pour l'instant, euh, c'est quand même des choses qui. Alors, c'est très agréable de pouvoir permettre aux résidents et aux familles de se revoir. Enfin, franchement, on le fait tous dans ce but-là. Après, tout le monde. Enfin, voilà, c'est un contexte très particulier. Et l'inquiétude face à ce virus-là fait qu'effectivement, certains établissements préfèrent assurer un peu plus de sécurité et, euh, et mettre quelqu'un en présence dans les entretiens. Mais voilà. Après, je sais que nous, les retours des familles, jusque-là, je suis pas sûre qu'ils s'en rendent vraiment compte que quelqu'un est là. Ils sont tellement focalisés sur la personne. Et d'un autre côté, c'est aussi un signe de qualité de l'établissement de pouvoir proposer du personnel voilà, qui peut aussi aider la famille à ce moment-là. Voilà pour l'accompagnement pour les rencontres, qui est quand même. Enfin, je sais que beaucoup d'établissements proposent des visites du lundi au vendredi parce que justement, ça demande aussi une présence soignante ou administrative et que voilà, c'est la seule façon de pouvoir assurer ces visites dans des bonnes conditions. Euh, je reprends où j'en étais. Alors nous, effectivement, juste pour la petite anecdote, on a fêté les 100 ans d'une de nos résidentes, alors la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus. Donc la famille était en grand écran sur Visio, sur Skype. On avait invité des résidents que la famille, enfin que cette dame appréciait particulièrement. En gros, les gens qui mangeaient à sa table avant le confinement. Donc les gens étaient là, on lui a fait la surprise et elle a passé la journée à préparer son anniversaire et elle était ravie. Enfin, ça a été un moment pour elle magique, donc avec les soignantes qui étaient là, sur tout le monde avec son masque, les résidents étaient distanciés, mais pouvoir lui offrir des fleurs et pouvoir permettre à la famille d'assister à cet événement important quand même. Et puis ils ont pu venir lui rendre visite, puisque ça c'était avant la mise en place des visites en établissement, donc ils ont pu venir la voir quelques jours après. Et voilà, ça a été
une belle parenthèse dans ce confinement. Donc il y a quand même des choses qui sont possibles pour les familles pour pouvoir quand même partager ces moments-là avec les résidents. Et puis effectivement, les familles ont aussi la possibilité d'apporter des objets, des fleurs, des choses non périssables tout de même, aux résidents, mais elles ne pourront pas leur remettre en main propre, mais seront stockées dans un endroit et données aux résidents quelques heures plus tard. Donc voilà, tout n'est pas non plus interdit et elles peuvent quand même avoir quelques liens et quelques échanges de ce type-là. Alors, il est parfois difficile de dire à une famille qu'il vaut mieux éviter de venir voir leurs proches, car cela risque de les perturber, les résidents en unité de vie protégée notamment. Il se pose la question du bénéfice de la visite pour la famille ou pour le résident. Effectivement, euh, voilà, je sais que là, nous, on se pose la question pour quelques familles où on sait que, bien sûr, ça ferait du bien aux résidents d'avoir la visite de sa famille, mais effectivement, des résidents qui ont perdu la possibilité de communiquer ou de rester au même endroit quelques minutes, et puis voilà, qui ont besoin du contact, qui ont besoin du toucher. On sait très bien que pour ces gens-là, ça va être compliqué. Et à moins de bien travailler avec la famille en amont, de pouvoir communiquer et échanger avec eux sur les risques de cette visite, sur leurs attentes. Euh, les attentes des familles par rapport à ces visites-là sont beaucoup plus sont très différentes de ce que peut attendre le résident, notamment effectivement les résidents qui ont des troubles cognitifs, légers ou pas d'ailleurs, hein, mais c'est que voilà, la notion du temps n'étant pas la même, pour les familles, ça fait une éternité qu'ils ne sont pas venus dans les résidences. Pour les résidents, il y en a qui vont vous dire qu'ils les ont vus la veille, donc pour eux, c'est une visite comme une autre, ça va durer 2 minutes, et puis eux vont repartir déambuler dans les couloirs ou voilà, vouloir partir, ou à l'inverse s'énerver parce qu'ils ne comprennent pas qu'on a un résident qui a été, pour qui ça s'est très mal passé, qui a été en pleurs parce que pour lui, enfin, lui se sentait euh, très mauvais de ne pas pouvoir recevoir sa famille, les laisser dehors comme des chiens, enfin ça c'est ses mots à lui, hein, et voilà, il a été traumatisé toute la journée, il en a pleuré, et il est repassé devant le lieu de rencontre, alors à un moment d'une autre visite, et il a de nouveau pleuré d'avoir reçu ses familles, enfin, ses filles dans ces conditions-là. Donc effectivement, il y en a, on ne peut pas savoir. Il y a des familles qui s'interrogent. On leur dit que tant que la visite n'a pas eu lieu, on ne peut pas deviner non plus comment ça se passera. Il y en a où on sait, mais je pense que voilà, il faut bien prévenir les familles, bien en discuter avec elles et s'assurer aussi auprès des équipes que le résident, il n'est pas dans une période d'agitation, qu'il va être prêt aussi à cette visite-là. Et c'est pas toujours le cas, effectivement. Et parfois, il vaut peut-être mieux reporter la visite. Alors, soit, il y a plusieurs façons hein, de l'annoncer aux familles, soit effectivement en leur disant la vérité, en disant qu'on pense que c'est pas le bon moment pour le résident, ou alors, voilà, en proposant un rendez-vous plus lointain et puis avec une évaluation avant le rendez-vous. Mais effectivement, tous les résidents et toutes les familles ne pourront pas se rencontrer dans ces conditions-là. Pour certains, ce sera trop compliqué et trop frustrant. Et du coup contre-productif pour tout le monde, puisque ça générera encore plus d'angoisse de ne pas pouvoir le toucher, de, ça rend le virus encore plus présent pour certains. Donc voilà pour les familles, enfin pour les modes de communication. Et du coup, je voulais juste vous rappeler effectivement qu'il y a depuis donc fin avril, les visites sont de nouveau autorisées dans les EHPAD, dans des conditions très strictes et très encadrées. Assez peu convivial, effectivement, du fait de ce que vous dites, hein, de la présence de quelqu'un, du fait de la distance qu'on est obligé d'installer entre les gens, le fait de leur faire signer des chartes et des auto-questionnaires de santé avant leur arrivée. Enfin, c'est quand même. Moi, en rédigeant tous ces documents-là, je pensais qu'une partie des familles ne viendrait pas, en fait, verrait tout ça et serait découragée et attendrait. Là, j'ai une famille aujourd'hui qui m'a dit qu'il attendait la fin du déconfinement. Alors, je lui ai dit, c'est peut-être pas pour tout de suite. Donc, ce serait peut-être bien quand même de venir voir votre mère. Donc, il est d'accord, il vient. Mais c'est vrai que c'est voilà, c'est pas les conditions
Il faut bien ça que les gens aient ça en tête avant les visites. Donc on a beaucoup de demandes aussi, est-ce que je peux lui apporter quelque chose? On dit que oui, mais qui ne pourront pas leur donner. Et c'est vrai que voilà, pouvoir permettre à des personnes âgées de se retrouver le jour de leurs 64 ans de mariage ou le jour des 90 ans du monsieur qui est en institution, ben voilà, c'est des petits bonheurs pour les familles qui, malgré les conditions, du coup, ont pu quand même partager des moments familiaux. Pas dans les conditions qu'ils auraient souhaité au départ, mais euh, voilà, c'est aussi ce qui fait qu'on accepte de travailler avec ces contraintes-là. En tout cas, tout ça pour dire aussi que la communication avec les familles en temps normal nous prend du temps, mais alors là, en temps de Covid, c'est quasiment un emploi à temps complet. En tout cas, moi, pour les structures où je travaille, c'est vraiment c'est du non-stop en fait. Enfin, moi, j'y suis parce que je le veux bien, mais voilà, je réponds aux messages le week-end, je publie les photos que les soignants m'envoient aussi le week-end. Enfin voilà, les moments où les familles sont plus dans l'attente aussi de partage de ces moments-là. Euh, et ça prend voilà, beaucoup de temps. Il faut aussi savoir prendre de la distance par rapport aux remarques ou aux critiques qu'on peut nous faire quand on pense faire des choses bien pour elles. Voilà, tout ça est très très chronophage, même pour les équipes qui sont sur le terrain. Voilà, les appels visio, les visites, ça prend une personne à temps complet et toutes nos semaines de travail. Euh, Juste, oui, pour rappeler qu'il y a deux types de visites quand même, hein, effectivement. Il y a les visites qui sont autorisées depuis la fin avril, qui concernent à peu près l'ensemble des résidents, même si on priorise ceux pour qui ce sera le plus important d'avoir une visite rapide. Donc qui sont limitées à 2 personnes avec l'installation de double circulation pour que les familles ne croisent personne. Là, non échange, enfin, voilà, ils n'ont pas le droit d'échanger d'objets, ils doivent répondre au questionnaire médical. Mais ils peuvent venir à ces visites-là à 2 personnes et ça dure à peu près une demi-heure en fonction des établissements, mais de toute façon pas plus d'une heure. C'est organisé selon un planning de visite. Euh, voilà, on leur laisse pas vraiment le choix dans les possibilités de rencontre. J'ai une famille qui était très énervée ce matin parce qu'elle ne pouvait pas venir le samedi dimanche. Alors je lui ai dit que non, pour l'instant elle ne pouvait pas. Et puis on a réussi à s'entendre et elle va venir voir son papa dans la semaine, mais c'est voilà, c'est des contraintes aussi pour les familles et pour nous. Et c'est, comme je vous disais tout à l'heure, je pense, là où en tout cas nous les psychologues on a travaillé, c'est aussi sur le les attentes de la famille par rapport à ces visites-là et comment est le résident, comment il va percevoir ces visites-là et où souvent il y a quand même un décalage entre l'angoisse vécue par les familles et certains résidents qui, voilà, j'expliquais à une famille, je disais, mais dans la maison de retraite, les soignants portent un masque, ils sont plutôt confinés, même si maintenant on commence à organiser un peu le déconfinement dans l'établissement. Il n'empêche que les résidents n'ont pas ce mot-là à la bouche toute la journée. Et pour eux, euh, il y en a qui sont très angoissés, ceux qui sont complètement conscients de ce qui peut se passer autour d'eux. Mais pour la plupart, en fait, ce sont quand même assez protégés par les équipes et par les familles, par les équipes et les intervenants de l'établissement, et qui du coup le vivent sans trop d'angoisse. Ils vivent l'absence de leur famille assez difficilement, mais en tout cas, la pesanteur du risque de contagion assez bien et qui du coup sont plutôt légers lors des visites. Donc certaines familles sont très heureuses de voir que les malades sont pas perturbés et puis pour d'autres, bah, effectivement, ils aimeraient avoir des conversations un peu plus longues, un peu plus profondes et ont du mal en tout cas, à passer le choc de la première visite. Après ça va, mais il faut passer ce choc. Euh, Voilà, après, moi, ce que j'avais à vous dire, c'est effectivement tout ce qui peut être mis en place donc dans les moyens de communication, sachant qu'effectivement, les visites ne remplacent pas
Euh, euh, alors, on me demande si on peut interdire une visite familiale dans le cas d'un résident déambulant qui ne peut pas respecter les mesures de distanciation. Ça fait partie des critères pour pouvoir proposer les visites. En tout cas, les visites sur les points rencontres qui ont été organisés dans les établissements, les malades doivent pouvoir respecter les, les mesures sécuritaires, enfin les mesures de sécurité et les gestes barrières. Euh, et les résidents euh, dont on sait, enfin ce que je vous disais tout à l'heure, hein, dont on sait qu'ils ne pourront pas ne pas toucher les personnes, et ben ça fait partie malheureusement des résidents pour lesquels on devra reporter les visites, puisque même des visites, alors les visites en chambre sont également possibles, notamment dans le cadre des fins de vie, ou effectivement des gens qui ne peuvent pas sortir de chambre, qui ne peuvent pas se déplacer, qui ont des problèmes de mobilité importantes, ou effectivement des malades d'Alzheimer qui seraient trop perturbés de sortir de cet environnement-là. Mais même dans la chambre, ils n'ont pas le droit au contact. Donc du coup, ça peut être très compliqué. Et à part prendre le risque d'un contact qui n'est pas autorisé, même avec les équipements, même si vous mettez des surblouses, Charlotte, etc., voilà, les textes sont comme ça. Après, si dans les établissements, les gens prennent d'autres mesures, pourquoi pas. Mais effectivement, les personnes qui ne peuvent pas respecter les règles, les visites vont être compliquées pour ces gens-là. Et puis, effectivement, ces gens-là, souvent, malheureusement, les Skype ou les autres modes de communication sont souvent assez peu efficaces aussi. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Je relis rapidement mes notes, mais j'ai fait un peu le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Euh, voilà, et si avant de lire la question, je voulais juste terminer sur le fait que les visites sont maintenant possibles en établissement, effectivement. Je pense qu'elles vont durer de la façon dont elles sont organisées pour l'instant encore plusieurs semaines minimum. Et que de toute façon, effectivement, ça n'empêchera pas l'organisation d'appels visio et tous les autres modes de communication, même pour ceux qui ne les auraient pas mis en place, effectivement, il n'est jamais trop tard. Au contraire, c'est même le moment idéal puisque à minima, entre deux visites d'une même personne, il y aura au moins 15 jours, sachant que tout dépend de la taille de votre établissement et du nombre de personnes qui peuvent gérer des visites en même temps et de l'endroit où vous pouvez les faire si vous avez la possibilité d'en faire à plusieurs endroits en même temps ou pas. Mais plus l'établissement est gros et est grand, et plus effectivement vous allez avoir de distance entre deux visites d'une même personne, ou en tout cas entre deux visites pour un même résident. Et donc voilà, ça diminuera pas le reste des autres modes de communication, voilà, les photos, les petites vidéos, les conférences visio, etc. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Ah, alors voilà, on me demande effectivement qu'est-ce qu'on fait, donc pour la dernière question, qu'est-ce qu'on fait si les résidents sont très perturbés par les vidéos ou les contacts tablettes? Eh ben, c'est la même chose que la question précédente. La décision, elle se prend toujours en équipe, hein. Là, on n'a pas abordé ce point-là, mais les décisions, elles sont à être prises en équipe. Et un résident qui serait perturbé par les vidéos ou par effectivement les autres modes de communication que vous utilisez, est-ce que celui-ci serait pas moins perturbé par une visite? Et dans ces cas-là, est-ce qu'il ne faut pas proposer à la famille une visite? Et sinon, il vaut mieux reprendre soit le téléphone, soit voilà, donnez-vous les informations que vous avez de la part de la famille et servir d'intermédiaire à la communication. Euh, on sait bien hein, qu'il y a beaucoup de résidents qui sont perturbés ou pour qui ça n'a pas un grand intérêt les appels visio. Maintenant, tout ça, c'est aussi une histoire de, de consensus entre les bienfaits pour la famille, pour le résident, sans que tout le monde soit trop perturbé. Donc ça peut ne pas avoir un grand intérêt, mais parfois, si le résident n'est pas plus perturbé que ça, ben, ça a quand même du sens pour la famille de pouvoir
de pouvoir voir le résident bouger une photo, c'est bien, mais de le voir un peu voilà, en chair et en os un peu, ça a son intérêt. Voilà. Donc on a un petit peu dépassé du temps, donc du coup je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée et je vais vous laisser là en vous encourageant à bien sûr aller vous inscrire pour les prochains webinaires de l'association, enfin de l'Institut. Et je vous remercie à tous d'avoir suivi cette conférence. Merci beaucoup.